Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à vous tous chers amis. C'est encore une fois Pascal et Thomas avec vous, pour la chaîne CC Info 91. Nous vous invitons à parler de la chaîne sur vos réseaux sociaux, cela nous rendrait bien service, merci. Nous débutons une sous-section dans la grande section Histoire du monde, intitulée Le Proche-Orient ancien. Bonne écoute. Histoire du monde, le Proche-Orient ancien, l'expression, domaine d'études, contours géographiques et culturels. Section 1, l'expression. L'expression Proche-Orient ancien désigne un ensemble de cultures et de civilisations qui se sont épanouies du néolithique jusqu'à la fin de l'Antiquité dans un espace comprenant, dans son acception la plus restreinte, le Levant à l'ouest, la Mésopotamie et l'Iran occidental à l'est, et l'Anatolie au nord. On peut également trouver les termes Orient ancien ou Asie du Sud-Ouest ancienne. Cet espace, qui est parfois élargi à l'ensemble du Moyen-Orient, incluant ainsi la péninsule arabique, l'Iran et le Caucase, regroupe des peuples qui, en dépit de leur hétérogénéité, ont partagé un processus historique similaire, avec la néolithisation, l'émergence des premières cités, des premières écritures, et des croyances présentant une certaine proximité. L'intégration ou non de l'Égypte antique à cet ensemble ne fait pas consensus, en fonction des considérations scientifiques ou des habitudes des chercheurs. L'expression Proche-Orient ancien est spécifique à l'histoire ancienne, puisqu'elle désigne une région qui est plus communément désignée comme le Moyen-Orient dans la terminologie contemporaine, qui a plus ou moins les mêmes contours géographiques. Il s'agit dans les deux cas de termes hérités du XX siècle et du début du XX siècle du monde occidental, reprenant le concept géographique et culturel des Orients, orientalisme, dans le contexte des impérialismes et de la colonisation européenne, donc une vision eurocentrée du monde et de son histoire. Pour contrebalancer cela, certains préfèrent parler des Asies du Sud-Ouest ou des Asies occidentales, employant ainsi des termes qui charrient un héritage politique moins lourd à assumer. Gunther voit même dans la dénomination de Proche-Orient ancien plus une convention obsolète, bien qu'utile, qu'un concept dynamique gouvernant de manière productive les manières dont les chercheurs définissent maintenant leur domaine d'expertise, tout en indiquant qu'elle reste largement employée, acceptée et comprise, et opératoire en tant que domaine de la recherche. Section 2, domaine d'études. Les études proche-orientales remontent à la première moitié du XIXe siècle, quand des savants européens posent les premiers jalons du déchiffrement des écritures cunéiformes, processus achevé en 1857, alors qu'à la même époque les premiers chantiers de fouilles dans le nord de la Mésopotamie sont ouverts par des diplomates français et anglais, et que leurs découvertes viennent enrichir les grands musées de leur métropole. C'est dans le contexte de rivalité entre les puissances européennes dans l'Empire ottoman et en Perse, et de curiosité pour le passé des régions orientales que le processus se poursuit, dans les universités européennes, puis américaines, et sur les chantiers de fouilles au Moyen-Orient, en élargissant progressivement le nombre de régions fouillées, aboutissant à la redécouverte progressive des différentes civilisations du Proche-Orient ancien, assyrien, babylonien, sumérien, élamite, hittite, etc., dont les langues sont progressivement déchiffrées. Les différents domaines de la recherche sur les civilisations du Proche-Orient ancien commencent à se structurer à cette période et dans la première moitié du XXe siècle, notamment au moment où la France et la Grande-Bretagne exercent leur mandat sur une grande portion du Moyen-Orient, confortant les liens entre le colonialisme et ses travaux. L'héritage occidentalo-centré reste prégnant dans les études sur le Proche-Orient ancien, ce qui vaut également pour l'Égypte antique, qui le présente traditionnellement comme une partie de l'Occident, et renvoie à deux aspects importants qui ont pesé dans la mise en place de ces études et restent encore plus ou moins présents, la vision, partiellement vraie, de l'histoire ancienne du Proche-Orient comme celle du berceau de la civilisation, préparant l'émergence des civilisations européennes, et marginalisant par là la continuité avec les civilisations qui leur ont succédé au Moyen-Orient, l'angle religieux, qui a donné lieu à l'habitude d'étudier l'histoire du Proche-Orient ancien dans le but d'éclairer l'histoire biblique, et donc en partant du contenu des textes bibliques,
que ce soit d'ailleurs dans le but de confirmer ou d'infirmer leur historicité. Les approches critiques, sur la vision linéaire de l'histoire, sur l'orientalisme, comme sur l'importance accordée à la Bible, ont néanmoins relativisé ces tendances, et cherché à procéder à une normalisation de leur champ d'étude, étudié pour lui-même et sous divers angles, social, économique, idéologique, etc. Elles ont été aidées en cela par la découverte d'une quantité considérable de documentation, qu'il s'agisse des dizaines de milliers de tablettes cunéiformes exhumées de la Turquie jusqu'à l'Iran, ou des découvertes de différents sites archéologiques révélant de nouvelles cultures et civilisations insoupçonnées, depuis la fin du Paléolithique jusqu'à la fin de l'Antiquité, aussi par la décolonisation et l'émergence d'une recherche scientifique autonome au Moyen-Orient, même si les universités occidentales restent les plus actives. Les spécialités sur l'étude du Proche-Orient ancien peuvent d'une manière générale être divisées en deux au regard de l'organisation de la recherche universitaire, les spécialités liées à l'archéologie, et aussi à l'histoire de l'art, qui couvrent toutes les périodes et civilisations du Proche-Orient ancien, donc aussi bien des périodes préhistoriques qu'historiques, les spécialités liées à l'histoire et la philologie, donc avant tout l'étude des textes, regroupées dès le début des études sur le Proche-Orient ancien sous le terme assyriologie, parce que l'Assyrie a été la première civilisation à être redécouverte, les découvertes d'autres civilisations ayant donné naissance à d'autres spécialités, sumérologie, hittitologie, etc. Leur spécificité repose sur le fait que leur documentation est majoritairement rédigée dans des écritures cunéiformes, et issue de fouilles archéologiques, pour des périodes historiques, celles de civilisations qui pratiquent l'écriture. Section 3, contours géographiques et culturels. La définition du cadre géographique recouvert par l'expression Proche-Orient ancien reste floue et fluctue selon les auteurs et les périodes étudiées. Cet ensemble comprend au moins la Mésopotamie, la Syrie et le Levant, avec Chypre, au moins une grande partie de l'Anatolie, du Caucase méridional et du plateau iranien. Dans les exceptions les plus larges, et selon la période historique, l'Égypte, la péninsule arabique, le Caucase méridional et une partie de l'Asie centrale y sont incluses. De fait, le Proche-Orient ancien des historiens se définit avant tout suivant des critères culturels, selon les mots de Gébunan, comme la culture suméro-akkadienne et son réseau d'interaction avec les cultures voisines, donc comme la Mésopotamie et les régions les plus marquées par son influence, suivant une vision centre-périphérie. Les approches actuelles sont plus pondérées mais le facteur culturel reste prépondérant, la question étant donc plus de savoir quelles civilisations sont incluses en fonction de leurs caractéristiques culturelles, que de savoir quelles régions géographiques en font partie en raison de leur localisation, les limites étant amenées à varier selon les époques et le profil des civilisations étudiées. Dans cette optique a aussi émergé la notion de culture cunéiforme, c'est-à-dire de culture ayant partagé la pratique de l'écriture cunéiforme et les éléments culturels mésopotamiens qu'elle a transportés avec elle, créant ainsi des liens et traits communs entre elles. Plus largement, cet ensemble de civilisations peut être vu comme marqué par l'héritage de la révolution urbaine du XIXe siècle avant Jésus-Christ, centré sur la Mésopotamie. Mais même si les études se focalisent plus sur cette région, sa trajectoire historique ne peut être comprise sans la prise en considération de ses voisines et des interactions qui ont lié leur destinée. Cela implique aussi que les contours géographiques et culturels pertinents pour étudier les périodes préhistoriques soient différents, car ce sont des périodes pour lesquelles l'importance de la Mésopotamie est bien moindre. Le cadre chronologique est fluctuant. En utilisant la documentation archéologique, on remonte couramment jusqu'au début du néolithique, et même un peu avant, au début du processus de néolithisation durant l'épipaléolithique, parfois jusqu'à 15 000 avant Jésus-Christ voire 20 000 avant Jésus-Christ, souvent vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, parce que cette phase peut être vue comme le point de départ des développements culturels caractéristiques du Proche-Orient ancien. Les régions voisines se néolithisent progressivement par la suite. Pour la documentation écrite, les études sont possibles à partir de la fin du XIVe millénaire, aussi certains travaux d'historiens préfèrent se limiter à faire commencer le Proche-Orient ancien à ce moment-là, qui est aussi celui d'une autre période fondamentale, celle de la révolution urbaine, et du début de l'écriture, et aussi pour alléger leurs propos. La fin du Proche-Orient ancien est couramment marquée par le début de l'Empire achéménide en 539 avenue J, C, ou la fin de celui-ci, qui est aussi le début de la période hellénistique en l'an 331 avant Jésus-Christ. Du point de vue du travail de l'historien, c'est à cette période que la documentation classique, plus précisément celle en langue grecque ancienne, tend à devenir plus importante que la documentation cunéiforme pour reconstituer les événements. Cela renvoie aussi à une vision ancienne et linéaire de l'histoire qui envisage une sorte de passage de flambeau entre les civilisations du Proche-Orient ancien et celles de Grèce antique,
qui devient le nouveau phare de la civilisation autour de l'an 500 avant Jésus-Christ. Mais les continuités dans les traditions du Proche-Orient entre la première et la seconde moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ sont désormais mises en avant, ce qui incite à repousser les bornes chronologiques plus loin dans le temps, en incluant les périodes hellénistiques et parthes, donc jusqu'au début de notre ère. Certains vont plus loin dans le temps, notamment pour le monde iranien, en incluant l'empire sassanide et en fixant la limite à la conquête islamique, ce qui revient à faire coïncider les civilisations du Proche-Orient ancien à la notion large de civilisation pré-islamique. Section 4. La néolithisation du Proche-Orient. La spécificité historique du Proche-Orient se manifeste en premier lieu par le fait qu'il s'agit de la première partie du monde qui expérimente le passage de sociétés paléolithiques à des sociétés néolithiques, phénomène qui a pu être dénommé révolution néolithique ou plus modestement néolithisation. Ce changement est un processus long et cumulatif qui survient durant la période correspondant au passage de la dernière ère glaciaire à l'Holocène, qui voit sur le long terme un processus de réchauffement du climat, en gros sur la période située entre 12 500 et 8 000 avenue J, C, ou au plus large dès les alentours de 20 000 ans avant Jésus-Christ, qui commence durant la phase appelée épipaléolithique, vue comme une transition entre le paléolithique et le néolithique. Il est d'abord caractérisé par deux phénomènes qui changent radicalement le mode de vie des groupes humains, la sédentarisation et la domestication des plantes et des animaux, le passage d'une économie de chasseurs-cueilleurs, ou collecteurs, à une économie d'agriculteurs-éleveurs. À la différence d'autres régions du monde, à ce stade la technique de la céramique n'est pas encore maîtrisée au Proche-Orient, on parle donc souvent de néolithique pré-céramique. Le processus de néolithisation proche-orientale se déroule en grande partie au Levant, avec également des régions du Zagros occidental et de l'Anatolie orientale, et aussi Chypre, où la chronologie reconnaît trois phases principales, le Natoufien, vers 12 500 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, période récente de l'épipaléolithique, qui voit les débuts de la sédentarisation, avec la constitution de villages de chasseurs-cueilleurs au sud du Levant, puis au nord durant la période finale, le néolithique pré-céramique A, ou PPNA, vers 10 000 à 9 000 ans av. Jésus-Christ, qui voit la consolidation de la sédentarisation avec la constitution de nombreux villages au Levant et dans les régions voisines, les débuts de l'agriculture et de l'élevage, l'apparition de structures monumentales à finalité rituelle, le néolithique pré-céramique B, ou PPNB, vers 9 000 à 6 400 ans avant Jésus-Christ, qui marque la constitution définitive du mode de vie néolithique, les sociétés villageoises et agricoles s'étendant progressivement sur tout le Moyen-Orient, avec divers progrès techniques, conduisant en particulier à l'apparition de la céramique qui marque la fin de la période. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour